Eh bien, nous sommes en direct. Je vous propose d'attendre quelques instants le temps que les derniers participants nous rejoignent. J'en profite juste pour vous qui êtes déjà avec nous à vous inciter à partager vos questions sur le chat. On y répondra bien évidemment en fin d'émission avec nos participants, 3 entrepreneurs, une expert de chez BPI France Innovation sont là pour vous. Donc, on va démarrer dans quelques instants et 3, 2. Bonjour à toutes et à tous. Merci à vous qui êtes toujours plus nombreux avec nous, à nous suivre chaque semaine pour échanger sur vos vies d'entrepreneurs, nos façons de faire face à la crise qui nous impacte tous et notre façon de construire l'après. Bonjour Vincent, bonjour Alexis. Aussi difficile que soient les situations, nous ne pouvons et nous ne devons pas rester les bras croisés en attendant que l'orage passe. De cette crise, nous pouvons sortir plus fort et par le haut. C'est le message que souhaitent porter nombre d'entrepreneurs qui, déjà en un laps de temps record, s'adaptent à la situation, cherchent des solutions pour leur entreprise, leur marché, leurs collaborateurs, à la fois pour faire face à la crise, mais aussi, évidemment, pour préparer la reprise. Alors, garder le cap, c'est essentiel. Garder le cap, c'est le message de BPI France aux entrepreneurs. Et garder le cap, c'est enfin la promesse de ce nouveau format. On part donc pour une conversation d'1 heure en direct dans laquelle mes invités partageront leurs avancées, leurs doutes, mais bien évidemment aussi leurs espoirs. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions à nos invités dans ce chat, mais vous êtes déjà nombreux à l'avoir fait sur les réseaux sociaux avec le hashtag BPI France avec vous. On y répondra bien évidemment avec nos invités en fin d'émission. J'accueille donc à distance pour l'occasion et toujours confiné Thibaut Martin, cofondateur de Smart Renting. Bonjour Thibaut. Bonjour Thomas. Loïc Soubéran, fondateur de Swile, ex-Luncher. Bonjour Loïc. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Louis Marty, cofondateur de Merci Andy. Salut, salut. Merci d'être là. Et donc, bonjour à tous. Et je vais annoncer dans quelques instants Evelyne Scotto-Gaillard de BPI France Innovation qui m'accompagnera pour répondre à toutes vos questions, celles que vous nous avez déjà posées en amont de cette émission et celles que vous nous poserez encore pendant cette heure de direct. Bonjour Evelyne. Evelyne, avant de donner la parole aux entrepreneurs et de te donner la parole, 2 petites choses, une surprise et un sondage. La surprise, c'est qu'en fin d'émission, on aura une jeune artiste que vous connaissez peut-être déjà. Elle s'appelle Gomar. Pour les entrepreneurs, vous l'avez peut-être croisée sur la tournée du French Fab Tour. Elle nous interprétera 2 chansons de son nouvel album et donc on pourra garder le cap en musique et avec beaucoup de plaisir. La deuxième chose, c'est un petit sondage que vous pouvez retrouver à côté du chat. Et pour commencer, je vous propose de prendre l'humeur du jour. Et donc, ce petit sondage, suite aux annonces du Premier ministre, comment envisagez-vous le 11 mai? Petit 1, vous reprenez une activité normale. Petit 2, vous poursuivez, mais toujours en télétravail. Et petit 3, vous ne savez pas encore comment reprendre. On a également une humeur du jour à laquelle vous pouvez répondre et on commentera avec nos invités. On démarre donc, enfin, c'était une longue introduction par notre rubrique « On ne vous lâchera pas ». C'est l'occasion de faire le point avec les experts BPI France. Et aujourd'hui, nous avons donc le plaisir, je le disais, de retrouver Evelyne Scotto-Gaillard. Evelyne, je vais te demander de répondre, si tu veux bien, à quelques premières questions que les entrepreneurs nous ont posées sur les réseaux sociaux. Et notamment avec un tout nouveau dispositif qui est le French Tech Bridge que vous avez lancé hier chez BPI France et avec un sujet sur les obligations convertibles. Donc peut-être déjà on peut rappeler le dispositif et ensuite il y a eu beaucoup de questions sur le sujet, donc je t'en poserai une qui essaiera de regrouper l'ensemble des interrogations. D'accord. Alors effectivement, ces obligations French Tech Bridge, un nouveau dispositif qu'on a déployé hier, viennent compléter finalement la gamme des dispositifs de financement qu'on a mis en place déjà depuis plusieurs semaines, essentiellement sur
forme de prêt. Le constat qu'on fait et qu'on a fait très rapidement au moment de la crise du Covid, c'est que les levées de fonds se sont vite arrêtées ou ont été reportées dans le temps. Donc, il y avait pas mal de startups qui étaient en phase de levée de fonds et qui se sont retrouvées à court, qui risquaient de se retrouver à court de cash. Là, l'idée de ces obligations, c'est de pouvoir suivre le rythme avec les investisseurs. L'idée, c'est qu'on ne veut pas y aller tout seul. On veut, même si les levées de fonds principales sont reportées dans le temps, on estime que les investisseurs doivent aussi jouer leur rôle et ne pas lâcher les entreprises. Donc, l'idée, c'est qu'on y aille avec ces investisseurs à travers un bridge. Alors, sur des montants qui peuvent être entre 100 000 ou 5 millions d'euros, on pense qu'on sera plutôt sur des tickets moyens de l'ordre de 1 à 2 millions d'euros. Mais l'idée, c'est que pour 1 euro remis en cash par les investisseurs en fonds propres, et ben nous, on apporte également 1 euro en obligations convertibles. Et puis, on sera sur des obligations convertibles. On a vu… Oui, pardonne-moi, je te coupais, mais typiquement, c'est vrai que là, ces derniers jours, on a vu quelques réactions à la fois d'entrepreneurs et de quelques investisseurs qui se plaignaient que tous les investisseurs ne jouent pas le jeu. C'est là aussi peut-être une occasion après avoir rassuré une bonne partie des entrepreneurs, de rassurer aussi les investisseurs en abondant les investissements. Exactement, oui. Et puis qu'on ait finalement cet effet de levier ensemble et qu'on continue à financer en haut de bilan, donc à travers les fonds propres et donc nous, à travers nos obligations convertibles, qu'on continue à financer ensemble les entreprises. Et alors du coup, sur ces obligations convertibles, certains nous demandaient quels étaient les critères. Alors, les critères, finalement, le critère principal, c'est un apport en fonds propres des investisseurs historiques. Alors, il ne s'agit pas de transformer des comptes courants d'associés qui étaient déjà dans l'entreprise et de faire juste cette transformation. On veut vraiment du new cash, de la new money apportée par des investisseurs historiques ou par des nouveaux entrants. Et c'est vraiment, finalement, le critère principal. Et puis, bien sûr, on va regarder à travers cet apport en fonds propres la visibilité que ça va donner en trésorerie à l'entreprise pour lui permettre de passer ce cap des 9 à 12 mois à venir. Alors, on espère que l'activité reprendra plus rapidement que ça, mais c'est vrai qu'il est important d'avoir cette visibilité en trésor. Allez, on va dire sur les 6 à 12 mois à venir pour permettre ensuite aux entreprises de repartir quand l'activité reprendra. Peut-être juste pour préciser, l'idée de ces obligations… Pardon, juste une précision. L'idée pour nous, c'est pas de les convertir, mais c'est plutôt derrière de se faire rembourser ces obligations convertibles. C'est un moyen pour nous d'intervenir, mais on n'a pas vocation ensuite à transformer et à prendre des participations dans toutes les entreprises. Donc, l'idée, c'est plutôt qu'à l'horizon de 18 ou 24 mois, on soit sur un remboursement de ces obligations. Alors, je ne sais pas si ça passe bien au niveau de la connexion. On a un tout petit décalage entre le moment où on se parle et au moment où on te reçoit, mais en tout cas, on se comprend et le message est bien passé. Loïc, je crois t'avoir vu lever la main. Tu souhaitais intervenir? Pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Alors, c'est parfait. On continue avec Evelyne. Un autre sujet, Evelyne, dont on a beaucoup d'entrepreneurs qui ont été accompagnés sur les différents systèmes de prêt avec le PGE. Il y a aussi des entreprises en difficulté. Et du coup, il y a une règle européenne des entreprises en difficulté avec un PGE, soutien innovation de BPI France, qui a été lancé, je crois, il y a 2 semaines. Néanmoins, pour certains, c'est pas encore très clair de ce qu'est une entreprise en difficulté et ensuite, je suis en difficulté. Comment ça marche? Alors, effectivement, ce critère des entreprises en difficulté, c'est une règle européenne. Qui est un peu bête, mais qu'on est obligé de respecter. C'est quand les pertes cumulées de l'entreprise dépassent plus de la moitié des fonds propres. Donc, c'est un calcul assez simple à faire, mais quand les pertes cumulées dépassent la moitié des fonds propres, l'entreprise se retrouve en difficulté. Et nous, ça peut nous contraindre, c'est-à-dire que cette règle, normalement, nous interdit de financer ces entreprises d'identification
difficulté. Là, ce n'est pas le cas dans le cadre du prêt garanti par l'État, alors que ce soit celui des banques ou que ce soit celui qu'on propose nous dans le cadre du soutien des entreprises innovantes. Les entreprises en difficulté sont bien éligibles à ce dispositif. En revanche, ça ne veut pas dire que c'est un droit, c'est-à-dire qu'on a aussi des entreprises qui étaient structurellement en difficulté avant la crise du Covid et qu'on va parfois avoir du mal à financer avec ce prêt garanti par l'État parce qu'on était sur des difficultés qui sont beaucoup trop structurelles et pas liées à cette crise. Donc, comme je le disais tout à l'heure, ce qu'on va regarder avant d'accorder un prêt, c'est la visibilité en trésorerie qu'on va avoir et donc la capacité quand même de l'entreprise à être viable sur les 6-9 mois, le temps de passer la crise. Alors, le PGE existe effectivement. Il y a certaines entreprises auxquelles on ne peut pas l'accorder parce qu'on ne va pas avoir justement cette visibilité nécessaire ou des fondamentaux suffisamment forts dans l'entreprise pour pouvoir la financer. Mais en parallèle, il y a d'autres dispositifs comme le prêt rebond, par exemple, que l'on propose avec les régions, qui est un petit dispositif qui permet d'obtenir jusqu'à 300 000 € de financement. Donc, c'est un dispositif qu'il faut regarder également et qui peut être intéressant. Et puis, certaines régions sont aussi en train de déployer un fonds qui s'appelle le fonds Résistance et qui, là encore, a vocation à accorder des financements à ces entreprises qui ne peuvent pas bénéficier du prêt garanti par l'État. Donc, j'invite également les entreprises, alors d'une part, à se rapprocher de nos directions régionales pour voir si elles sont éligibles au PGE et si elles ne le sont pas, il faut absolument regarder ces autres solutions de financement que sont le prêt rebond ou les fonds résistance. Et qui des fois sont d'ailleurs plus adaptés. Alors, je vous propose maintenant de passer la parole aux trois entrepreneurs qui nous ont fait le plaisir de venir partager avec nous leur aventure, parfois compliquée, parfois plus zen. Ce qui est sûr, c'est qu'on est tous, d'une manière ou d'une autre, touchés de près par cette situation particulière. Alors, cette rubrique, elle s'appelle Toujours vivant. Le premier sujet, c'est de survivre. Alors, pour commencer, vous exercez tous dans des secteurs très différents. Ce que je vous propose, c'est de nous raconter en quelques mots ce que vous faites, dans quel secteur vous œuvrez et en quoi, de fait, la crise vous touche particulièrement. Thibaut, je vais commencer avec toi. Tu me disais notamment que Smart Renting faisait plus partie du monde d'avant que du monde d'après, que de fait était particulièrement impacté. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Ouais, c'est exact. Donc nous, à Smart Renting, on accompagne les étudiants jeunes actifs dans leurs projets de mobilité, leurs projets de vie, leur envie de découvrir le monde, de faire des projets humanitaires, de faire des stages à l'étranger, d'apprendre des autres. Et du coup, on enlève à cette population la première contrainte qu'ils ont dans leur projet de mobilité, c'est leur logement. Et du coup, on s'occupe de gérer leur appartement ou leur maison pendant leur absence en leur garantissant un loyer. Et nous, ensuite, on reloue ces appartements à des touristes ou des professionnels en déplacement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, avec le Covid, nous, on est impacté à la fois sur la supply et à la fois sur la revente. C'est-à-dire qu'on n'a plus aucun étudiant ou intermittent du spectacle ou personne qui part en projet hors de France, qui part en projet tout court. Et à la fois, on n'a plus de touristes ni de professionnels en déplacement qui viennent dans nos appartements pour les remplir. Donc, c'est vrai que cette crise du Covid vient en fait finalement bloquer, réfréner tous ces mouvements qui étaient l'essence même de Smart Renting, d'accompagner la mobilité des 18-30 ans. Et on reviendra sur la manière dont vous avez géré, dont vous faites face encore en ce moment à cette crise. Loïc, je m'adresse à toi, forcément également touché au moins sur la première partie de l'activité qui était les tickets restaurants. Tu peux sûrement nous en dire un mot. Oui, effectivement, donc notre activité historique, ce sont les titres restaurants, même si là, on vient d'élargir notre gamme d'activités. On pourra peut-être en reparler. Mais oui, les titres restaurants, mécaniquement, qui dit restaurant fermé, dit dépenses dans les restaurants inexistantes. Donc, on a constaté que les personnes pouvaient continuer à utiliser leur titre restaurant en grande surface. Mais malgré tout, la chute, on voit bien qu'il y a une chute de l'ordre de 70% nous concernant de dépenses par rapport à la période juste avant le Covid. Pourquoi ? Parce que du coup, les gens, certes, vont
et utilisent leur titre restaurant en supermarché, mais ils sont limités à 19 € de dépenses par jour. Et c'est pour ça qu'on a notamment poussé très fort pour essayer de déplafonner l'usage des titres restaurants pour que les gens puissent avoir un meilleur pouvoir d'achat. Et typiquement, le décret est passé il y a quelques jours, hein, c'est ça? C'est encore, c'est des manœuvres de communication et peut-être un peu politique, mais non, le décret n'est pas encore officiellement passé. Le ministère l'a annoncé, mais rien n'est malheureusement officiel. Mais ça devrait, c'est une question de jours en théorie. Donc on espère que ça va se développer, Ouais. débloquer vite. Louis, toi, forcément, chez Merci Andy, vous êtes sur un sujet qui est sur toutes les lèvres. Vous êtes sur des produits d'hygiène. Exactement. Donc, ouais, nous, on est sur des produits d'hygiène. Alors, on n'est pas ou très peu vendu en grande surface. On va dire notre seul client ouvert aujourd'hui en France, en tout cas, c'est Monoprix. Donc, nous, c'est les grosses montagnes russes depuis le départ. Et ça a été comment on a adapté notre activité avec toutes les annonces, que ça soit gouvernemental, les décrets, l'encadrement des prix, la TVA maintenant, mais aussi hyper opérationnel avec les magasins qui ont fermé. Donc, c'est sûr que les 2 semaines avant le confinement, les produits d'hygiène, les gels pour les mains, mais d'autres produits ont connu des très beaux jours. Après, voilà, nous, on n'est ni en pharmacie ni en supermarché. Donc, on a eu 90%, on est vendu dans 5000 points de vente et 4500 étaient fermés. Donc, on a dû s'adapter. On a tout misé sur le e-commerce en suivant les annonces de la Poste, de Chronopost, Colissimo, avec beaucoup d'attention aussi. Et en prenant dès le départ les mesures pour protéger notre activité et notamment les gens à l'entrepôt, quitte à ralentir la cadence. Donc, voilà, on a fait dès le départ, on a éloigné les zones pour que les gens soient protégés. Ensuite, on a fait plein d'initiatives. On aura l'occasion d'en reparler pour aider, parce qu'on a une supply qui tourne et on ne pouvait pas juste vendre nos produits sans redistribuer. On va revenir sur les initiatives, mais du coup, indépendamment de vos secteurs d'activité à chacun, vous êtes des chefs d'entreprise, vous avez des collaborateurs et vous faites face à une activité qui est du coup de fait un peu plus incertaine. Donc il faut s'organiser. Louis, je reste avec toi 2 secondes, mais tu me disais on a été très nul sur l'anticipation, bon dans la réaction. Tu as commencé à l'évoquer, mais ensuite j'aimerais quand même qu'on développe. Mais du coup, petit retour en arrière, premier cas en Chine, puis en Italie, en France, les premiers confinements qui s'amorcent. Comment on gère ça? Alors, nous, voilà, hyper mauvais en anticipation. En même temps, notre moyenne d'âge, elle est de 23 ou 24 ans dans la boîte. Donc, on n'a pas forcément une expérience très forte, même sur H1N1 ou peut-être d'autres fabricants de gel ou de produits d'hygiène ont pu connaître ça. Nous, on voyait de Chine. Alors, ce qui s'est passé, c'est que déjà, il y avait des acteurs qui voulaient acheter l'intégralité de notre stock, peu importe le prix. Des acteurs chinois qui font de l'import. Donc, on s'est dit déjà, oulala, il va se passer quelque chose. On a évidemment refusé par déontologie et même on ne fait pas notre activité uniquement pour le chiffre, on le fait pour plein d'autres raisons. Mais ensuite, voilà, il y a eu un premier cas en France, un deuxième, et là, ça s'est accéléré. Mais nous, on n'avait pas prévu de produire plus. On a pris en fait une énorme soufflante, même sur notre e-commerce. On n'avait qu'une personne au service client qui était dédiée à ça. Aujourd'hui, on en a quasiment 2. Plus beaucoup. On a réadapté en fait 50% des jobs de la boîte au service du client pour expliquer notre produit, son efficacité, sa réglementation dans laquelle il était, les décrets. Voilà, on a adapté, ouais, je pense, au moins 50% des jobs dans la boîte, et c'est là où c'est la différence. Peut-être que certains, j'imagine, grands groupes ont pu anticiper parce qu'ils ont des antennes en Asie, en Chine, pour comprendre ce qui se passait d'un point de vue consommation. Nous, on a juste pu réagir et on l'a plutôt bien fait parce qu'on est agile et petit. Loïc, chez Swile, vous étiez déjà en télétravail. C'était pas un mot nouveau ni un mode d'organisation nouveau. Néanmoins, je te repose quand même la question. Les premiers signes apparaissent. On sent que ça va devenir compliqué. Comment on s'organise? Parce que je crois que tu as plus de 200 collaborateurs, hein, si je dis pas de bêtises. On est 220 actuellement. Et effectivement, on a senti une inquiétude remonter, notamment du terrain. Donc, ce qui était bizarre, c'est qu'on a des commerciaux qui sont vraiment dans toutes les régions de France.
Et on a aussi un bureau à Paris et un bureau à Montpellier. Et c'est assez... ce qu'on a remarqué, c'est qu'effectivement, les premières alertes internes, avant même qu'on parle officiellement de confinement, etc., provenaient du terrain, notamment des gens de l'Est de la France, qui ont vu les premiers foyers apparaître, etc., et qui commençaient à s'inquiéter parce qu'ils disaient, moi, je peux pas, j'ai pas forcément envie d'aller en clientèle ou autre, je vais faire prendre trop de risques. Donc on a commencé à discuter et à anticiper du coup tous ces sujets. On était assez attentifs. Après, effectivement, dès l'instant où on s'est dit on se met en confinement, ça a été extrêmement rapide puisque même les commerciaux sédentaires ont des ordinateurs portables. Tout le monde est sur ordinateur portable et tout le monde est habitué à travailler en télétravail chez nous. Voilà. Donc, d'un point de vue culturel, ça a été extrêmement facile. Et après, on a su réagir très vite. Toi, Thibaut, tu avais même certains partenaires qui voulaient simplement plus travailler. Quand on n'est pas préparé, en fait, je pense qu'on ne peut pas être préparé à une telle vague. Faut réagir vite. Exactement. Nous, on a une chaîne logistique qui a été totalement mise à l'arrêt, simplement parce qu'on avait automatisé nos accueils et que pour la gestion de nos clés, on les avait mis dans des laveries, dans des commerces et dans des bars. Et du jour au lendemain, tous nos commerces ont été fermés et 99% de nos clés étaient indisponibles. Alors du jour au lendemain, toute la chaîne logistique qu'on pensait automatisée, structurée, efficiente tombe à l'eau. Et ensuite, tout simplement, nos prestataires de ménage ne voulaient plus aller laver les appartements de personnes étrangères. Et donc du coup, on s'est retrouvé à vraiment devoir réorganiser toute notre logistique pour faire face. Et donc, on a pris des décisions assez drastiques. C'est qu'on a décidé de fermer tous nos calendriers du 16 mars au 31 avril, le temps de remettre une organisation en place, de sécuriser nos employés et de faire en sorte de ne pas mettre en danger nos partenaires. Alors typiquement, tu parles d'organisation. Vous avez mis un board hebdomadaire en place, un board hebdomadaire, pardon. Et j'aimerais revenir juste sur une crise existentielle que vous avez vécue autour d'un mail à envoyer aux loueurs, aux clients, avec du coup un vrai questionnement de fond sur l'image de marque. Donc ouais, sur le premier sujet, on a dû se réorganiser tout simplement parce que comme beaucoup de start-upers, son board, on le voit trimestriellement, tous les 2 mois, tous les mois. Nous, on a tout de suite compris l'ampleur de la situation pour le secteur de l'hébergement et du tourisme. Et on a décidé de mettre en place un board hebdomadaire tous les jeudis pour pouvoir avancer, prendre des décisions fortes avec l'aval de nos investisseurs qui ont et qui auraient pu avoir des conséquences importantes sur Smart Renting et son image. Et un des exemples que je t'ai donné au téléphone, c'est que Smart Renting a été en difficulté du jour au lendemain, c'est-à-dire que nous, avec notre valeur de devoir garantir des loyers, on s'est retrouvé avec 500, 700, 1 million de loyers à garantir, mais zéro revenu. Et donc, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire ? Et on a pris une décision qui était dure en termes d'image de marque, c'est qu'on s'est dit, mais on n'a pas, tout simplement pas les moyens de reverser cette somme à l'instant T. Sinon, il nous reste 1 mois et demi de trésorerie. Et donc, on a eu peur de la réaction de nos clients et on a été très surpris et très positivement surpris parce que 95% des clients nous ont répondu bon courage, on comprend, on vous soutient, les temps seront meilleurs. Et ça fait plaisir de voir des clients aussi fervents du service. Oui, puisque typiquement, de toute manière, soit l'activité Smart Renting les rembourser, mais s'arrêter 1 mois et demi après. Donc finalement, tout le monde a été compréhensif. Yes. Ouais. Loïc, tu as également un board. Comment tu organises, Evelyne a évoqué le sujet tout à l'heure, mais de la relation avec les investisseurs. Alors je sais que c'est pas possible de dire si ça se passe mal avec ces investisseurs et c'est peut-être pas le moment, mais néanmoins, comment tu t'organises avec eux? Alors pour le coup, nous, on n'a pas officiellement changé le rythme de nos boards parce qu'on ne fait pas forcément partie des plus à plaindre. On communique déjà excellemment bien entre nous. Il s'avère qu'il y avait un board déjà calé la semaine d'après le début du confinement, donc on a maintenu cette date-là. On s'est mis d'accord sur la marche à suivre, qui était déjà calée aussi.
Voilà, donc c'était un board de 2 heures et depuis, on ne s'est pas officiellement reparlé, mais parce que concrètement, déjà, on a un board assez. Donc, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. C'est pas ça, c'est qu'en fait, de toute façon, c'est pas nous qui allons changer les choses. Donc, on a un board très expérimenté. Il s'avère qu'on a un des membres du COMEX de Accor, qui est donc dans le voyage, donc le tourisme, donc mécaniquement extrêmement touché, plus des investisseurs qui ont connu les 3 crises. Donc autant vous dire que les règles, ils les connaissent. Donc on a appliqué les règles d'usage. Voilà. Donc nous, on parie de toute façon sur à minima 6 mois de décalage pur et clair de business. C'est-à-dire que le business qu'on comptait faire en avril, il sera peut-être fait en septembre ou octobre. Ça, c'est la base de base. Et puis même prévoir un scénario encore un peu plus compliqué. Et tu me disais même que, ouais, tu me disais que c'était peut-être même un scénario optimiste de ces 6 mois à l'arrêt. Ouais. De toute façon, il n'y aura rien en dessous de 6 mois, ça c'est une évidence absolue. Et après, je pense que là, c'est plus la planète entière qui est en train de découvrir les conséquences d'une pandémie globale, où c'est pas parce que. Tout ça, c'est des effets dominos. C'est-à-dire que oui, on va se déconfiner, mais le redémarrage, il ne va pas se faire du jour au lendemain. C'est un effet domino. Donc, de toute façon, on ne reviendra pas à la normale, si normale il devait y avoir, ce qui n'est pas dit, avant facile 18 mois. Ça, c'est une évidence. Je reviens parce je voulais qu'on développe ce sujet avec toi, mais tu disais que tu avais revu ta supply chain. Tu as même, on parle de garder le cap et un vent d'optimisme, c'est aussi important en ce moment. Toi, tu as même ouvert un entrepôt supplémentaire, à la fois pour des questions d'organisation, d'hygiène, j'imagine, mais d'espérance pour l'avenir. Et en fait, c'est que oui, nous, on n'a pas été impacté en termes de chiffres, mais encore une fois, ça s'est pas fait tout seul. Et c'est pas le coronavirus qui nous a profité, pas du tout. On a profité en termes de chiffres parce qu'on est rentré dans des pharmacies en Angleterre chez Boots qui est resté ouvert, parce qu'on a ouvert un nouvel entrepôt pour justement, s'il y avait des gens malades, nous, c'était la priorité, c'était l'humain. C'est basique à dire, mais c'est quand même cool de le rappeler. S'il y avait un cas, on aurait fermé l'entrepôt. Et pour le coup, s'il n'y a plus d'entrepôt, les produits d'hygiène, on en a besoin 3 jours après. C'est pas comme un jean qu'on achète en ligne où on peut attendre 3-4 semaines. Pour le coup, quand on achète du dentifrice, une crème ou un savon, on a plutôt envie de l'avoir rapidement. Donc, on a dédoublé notre supply chain, on l'a fait en 3 jours. Idem pour le service client, mais c'est pour ça que moi je dirais pas qu'il y a un avant-après. Je pense que toutes les boîtes doivent se transformer et nous les premiers. Et en fait, cette crise, d'ailleurs, je sais pas si c'est une crise, c'est plus une transformation hyper brutale. On va être obligé, et nous aussi, dans nos choix, il y a plein de choses qu'on change. On n'a jamais autant produit en France que sur les 3 dernières semaines. On avait déjà beaucoup de production française, mais tous les jours, je regarde des nouveaux tailles de flacons pour faire des nouveaux, et c'est que des boîtes françaises. D'ailleurs, il y en a une qui s'appelle Pinard, avec qui on va travailler, et ça m'a fait bien marrer, et qui est bien française. Mais voilà, en fait, ça va réinventer ça réinvente un modèle. Et voilà. Et ce qui est important pour les boîtes qui s'en sortent, comme nous, c'est la redistribution qui est hyper important. Je t'ai raconté l'histoire, et tout le monde peut aider. Nous, on est tout petit, on a offert quasiment 40 000 crèmes mains aux hôpitaux, on a lancé un nouveau gel. Je sais pas, je spoil un peu ta question, Thomas. Exactement. Ouais, mais du coup, peut-être encore un mot sur l'organisation et puis ce qu'on vit en ce moment. On en est, si mes comptes sont bons, à la 7e semaine de confinement. Et de mon côté, j'ai quand même pas mal d'échos de collaborateurs qui, d'un côté, n'ont qu'une hâte, c'est de pouvoir retrouver enfin les locaux de l'entreprise, et de l'autre côté, des collaborateurs qui ont une peur presque viscérale d'un retour au travail. Du coup, je voulais savoir comment ça se passait chez vous, et puis comment on peut soit rassurer, soit accompagner ces collaborateurs. Loïc, on démarre avec toi? Avec plaisir.
Alors, c'est un sujet vraiment en cours. On en a parlé en interne pas plus tard qu'il y a 1h30, suite aux annonces d'hier. Chez nous, du coup, la décision, le maître mot, c'est de se dire, déjà, on respecte les annonces gouvernementales, c'est important. Donc, les bureaux restent fermés 3 semaines de plus pour faire prendre de risques à personne. Mais on souhaite faire preuve de flexibilité parce que justement, certains collaborateurs sont en souffrance pour des raisons diverses et variées. Certains sont isolés, certains pour des raisons autres souhaiteraient revenir au bureau. On sait que c'est une poignée de personnes, mais je pense que prendre soin des collaborateurs, c'est pas forcément juste se dire tiens on se confine, c'est aussi prendre soin de leur état psychologique et s'ils ont un besoin de revenir au bureau, il faut qu'on entende ça et qu'on prenne les dispositions nécessaires. Mais ça doit être une exception et pas la règle. Thibaut, je te vois hocher la tête. Même chose, hier, c'était le sujet du jour avec les fondateurs et notre DRH. On a pris le pas d'être flexible en préconisant le télétravail, comme par rapport aux mesures du gouvernement. Et nous, on a carrément questionné, donc on a envoyé un Typeform hier à l'ensemble de nos collaborateurs pour savoir si ils souhaitaient revenir, s'ils ne souhaitaient pas revenir, s'ils souhaitaient revenir pour des réunions seulement ou pour autre chose, d'avoir le son de cloche de tout le monde et pouvoir s'adapter en fonction de différentes agences, parce que nous, il faut savoir qu'on est centralisé. Et donc, l'opinion, par exemple, d'une équipe à Marseille n'est pas forcément l'opinion de l'équipe de Toulouse. Chacun ne vit pas la crise de la même manière, et donc on ne voulait pas imposer un cadre ferme et définitif à l'ensemble des collaborateurs, alors que chacun vit la situation un peu différemment. Et je crois que je viens d'avoir les estimations du sondage, donc ça peut être intéressant de le donner en live. Donc à l'heure où on se parle, sur 40 collaborateurs, on est à 52% de gens qui voudraient potentiellement revenir au bureau et 48% de gens qui voudraient rester en télétravail. Donc ça montre que la question divise et que l'opinion n'est pas tranchée. Effectivement, chez Merci Andy, ça se traduit comment cette relation au retour à une activité Écoute, normale ou semi-normale? Oui. Ouais, je suis peut-être, je suis d'accord avec nos deux entrepreneurs, mais nous, on a mis en place en fait des calls tous les jours. Donc, on se parle tous les jours, tous ensemble. On est sur Zoom, on est entre 30 et 40. Parfois, on fait des calls parce qu'on a un bureau aux US, donc on les join et on garde ce lien hyper important. Parfois, c'est très business. Parfois, on parle de Koh-Lanta ou de ce que tu veux. Donc, c'est justement, on a essayé de garder ce lien. Après, je me dis, aujourd'hui, moi, mon business, il n'a pas été du tout impacté par le télétravail, par le corona, oui, mais pas par le fait qu'on soit en télétravail. Tu vois, la seule chose que j'ai fait, c'est que mon budget qui était sur Excel, on l'a mis sur Google Sheet avec un mot de passe, comme ça, c'est plus facile pour tout le monde. Et puis voilà, on a rajouté 2-3 outils, mais regarde, là, vous avez set up une conférence, il y a plus de 100 personnes connectées et ça se fait hyper rapidement. Donc, je me dis juste que je comprends les effets psychologiques et évidemment, mais si je peux éviter la contamination d'une personne ou un stress de prendre le métro à Paris, parce que à Paris, c'est surtout le stress du transport et personne n'habite dans un rayon de moins d'1 kilomètre chez nous. En fait, je vais aussi, s'ils veulent venir, on va pas les empêcher, mais si c'est pour créer encore plus de stress dans les transports et tout, ouais, à Paris, le métro, c'est un vrai sujet, quoi. Donc moi, je suis plutôt pour, si tout le monde va bien et qu'on arrive à garder cette sympathie digitale qu'on a mis en place depuis 6 semaines, j'essaierai de faire au max du télétravail. Et encore une fois, parce que il faut laisser la place dans le métro aux gens qui peuvent pas faire autrement, quoi. En tout cas, on comprend bien que ce seront des mesures, quelles que soient vos convictions, ce sera des mesures au cas par cas, collaborateur par collaborateur. Il y a un sujet sur lequel on n'est pas allé, mais qui intéresse forcément tous les entrepreneurs, c'est la question des mesures. Alors, j'aimerais qu'on aille assez vite malgré tout, parce qu'on a beaucoup de sujets que je vais encore aborder avec vous. Mais on le disait avec Evelyne tout à l'heure, il y a beaucoup de mesures qui ont été mises en place pour les entrepreneurs. Moi, j'aimerais savoir ce à quoi vous avez eu droit, ce que vous avez demandé, ce qui est encore en attente et ce que vous avez mis en place pour aller chercher du cash et défendre votre trésorerie. Je démarre avec toi, Loïc. Qu'est-ce qu'on a mis en place? On a fait une demande de PGE.
qui a priori a été accepté. Donc ça, bravo aux banques et à BPI, enfin à l'État. Je sais que tout ça est extrêmement lié. Ça a été méga réactif. Et on a bénéficié aussi du chômage partiel parce que là, pour le coup, autant vous dire que nos équipes commerciales, on n'a pas eu d'autre choix que de les mettre au chômage partiel puisqu'on est dans les tickets restaurants. Donc, joindre des restaurants fermés, c'est un peu compliqué. Ce sont les deux axes qu'on a exploités et qu'on a réussi à obtenir. Toi, Louis, vous veniez d'avoir un prêt juste avant, hein, donc je crois que, sans prendre trop de temps, mais je crois que la négo qu'il y a eu, c'était avec votre bailleur. Ouais, exactement. Nous, on avait eu un prêt, on avait demandé en janvier, on avait eu l'accord d'un prêt assez conséquent avec une garantie de BPI derrière. C'est pas la même garantie que c'est pas autant que ce qu'on pourrait avoir aujourd'hui, mais on n'est pas du tout allé le renégocier. Et nous, on n'est pas dans une situation cash compliquée aujourd'hui parce que, encore une fois, on a bien réagi. Mais voilà, après, on a quand même 90% de nos magasins qui sont fermés, donc toutes les charges fixes qu'on a pu décaler, on l'a fait. On a des gros locaux. Notre bailleur, il se porte très très bien. On lui a demandé si on pouvait reporter des choses et ils ont accepté aussi. Donc, et pas de chômage du tout chez Emersim. Thibaut, toi, tu avais un besoin global de 2 millions d'euros. Donc, c'est une somme conséquente. Jusque-là, si je dis pas de bêtises, alors ça a peut-être évolué depuis notre call, mais tu avais réussi à réunir 800 000 et le reste était en cours. Tu peux nous expliquer, c'est intéressant. Ouais, nous, on n'a pas de besoin de cash immédiat parce qu'on a pris les bonnes décisions de gestion, que ce soit le décalage des charges fixes, la renégociation de pas mal de choses, la mise en place du chômage partiel. Mais c'est vrai qu'on a un vrai plan de relance à faire en septembre, là où on espère que le tourisme va agir et on a besoin d'une certaine somme qu'on a identifiée à autour de 2 millions d'euros. On a la chance que notre banque principale, la BNP, je les salue, nous ont accompagnés à hauteur de 40% de ce besoin, à hauteur de 800 000 sur le PGE. Et aujourd'hui, on est en instruction assez positive de la part de BPI pour qu'elle abonde ce montant, d'un montant de 500 000. Et on est en instruction avec nos banques, qui ne sont pas nos banques de flux, mais des banques de dette, pour nous accompagner sur le besoin global. J'ai bon espoir que ça avance, mais ça mérite d'être suivi et c'est pas si évident que ça. Alors, si je disais que c'était intéressant, au-delà de voir comment tout ça s'est construit, c'est que notamment sur ce qui restait, pour bouger aussi un petit peu les banques, t'as fait appel au médiateur du crédit pour accélérer aussi l'instruction du dossier. Ouais, c'est que par rapport à nos deux banques qui sont secondaires, les discussions étaient un peu compliquées parce que ils ont tendance à se réfugier derrière la banque de flux, la banque principale, et pas forcément vouloir accompagner s'ils sont pas banque principale. Et au bout d'un moment, quand les discussions avancent pas, il faut agir. On a de la chance d'avoir un médiateur du crédit en France qui est là justement pour nous aider à aller plus loin. Et ça a pas mal débloqué les conversations. Et maintenant, ça permet de reclarifier les règles et de dire aux banques que c'est pas parce qu'ils n'ont pas 100% des flux qu'ils ont pas à mettre en place le PGE. Et ça, c'est plutôt agréable de voir qu'on peut être accompagné si jamais les discussions se durcissent un peu. Alors, on avait Thomas, oui. si tu me permets, je peux juste rajouter un petit mot sur les banques. Nous, on factorise une grosse partie de notre chiffre d'affaires parce qu'on travaille avec des grands retailers ou distributeurs et qui ont des conditions de paiement qui sont dures. Tu peux expliquer le mot factorisé? Je sais pas si tout le monde. C'est la facturage. En gros, quand on livre un produit, en général, on est payé à 30 jours si on est bon, 60 jours si on est moins bon et 90 quand c'est souvent dehors de France et que c'est souvent interdit. Nous, on a un partenaire qui est aussi la BNP, mais on bosse avec d'autres banques, donc on va pas faire que la pub de la BNP, mais qui quand on livre le produit, nous paye en échange d'un bon de livraison 100% de la facture au bout de 24 heures. Et nous, on a reçu des mails de groupes, alors français, mais pas que, qui ont, au-delà de nos conditions commerciales qu'on a, changé leur délai de paiement directement. Et voilà, donc ça mérite d'être salué. Voilà, ils les ont décalés. Donc, pardon. Ils sont passés de 30 jours à 60 et voilà, donc nous, on a pu le faire et normalement,
la BNP, en l'occurrence, aurait dû prendre plus de commissions sur ce coût de l'argent. Et on leur a dit, est-ce que vous pouvez nous soutenir là-dessus? Et ils l'ont fait. Mais je pense que c'est un super point aussi pour, évidemment, les gens qui font de la distribution ou du retail. Mais le facteur, c'est un super outil de financement qu'on oublie et qui nous permet quand on passe de 30 à 90 jours sur 20% de son chiffre d'affaires, ouais, c'est beaucoup. On l'a vu, hein, on a David qui dans le chat vous dit tenez bon messieurs. Alors on le voit, hein, vous êtes toujours vivant et vous tenez bon. Mais après toujours vivant, on a notre rubrique toujours présent. L'idée c'était aussi de voir comment les entrepreneurs agissent au quotidien, en tout cas tâchent à leur échelle d'accompagner la société. Et du coup je reste avec toi, hein, Louis. Tu m'as spoilé tout à l'heure, donc au moins on va poursuivre et on va enfin pouvoir révéler ce que vous avez fait chez Merci Andy. Écoute, nous, on avait une supply qui tournait. On a des fournisseurs qui savent qu'on fait du gel depuis longtemps, donc on ne le fait pas par opportunité. On a des usines qui fonctionnent, une supply, donc on s'est dit on ne peut pas juste vendre nos produits habituellement, il faut qu'on aide à notre manière. On a fait des plus grands formats, on a enlevé tout ce qui n'était pas essentiel et vital. Donc, ça a été les paillettes, les couleurs, les parfums. Et on a fait un gel qui s'appelle You Are Heroes, en l'occurrence, qu'on vend aux professionnels. On le vend avec une toute petite marge et on fait énormément de donations derrière à des hôpitaux, à des indépendants, aux libéraux qui sont souvent… à court. À court. Donc, on a monté un Shopify, donc un site B2B où ils peuvent commander directement. Pour que ça aille vite. Ça, pareil, on l'a fait en 2 jours. Et à côté de ça, on a commencé à voir, effectivement, quand on utilise beaucoup de gel hydroalcoolique avec beaucoup d'alcool, ça assèche les mains. On a pris notre stock de crème main et on l'a offert. En fait, on ne s'est pas posé de questions. C'est 40 000 crèmes main en tout. Beaucoup à la PHP, mais pas que. On a aussi envoyé beaucoup en France. Et c'est rien. C'est avec beaucoup d'humilité qu'on le dit, mais c'est hyper motivant et stimulant de voir que tout le monde à son échelle peut contribuer à aider. Ce qui est intéressant, tu disais que tu as monté un Shopify très rapidement à la suite du confinement. On avait Antoine Grimaud, le fondateur de Payplug, je crois, il y a 2 semaines, hein, qui donc est une solution de paiement. Et voilà, on a l'impression que tous les gros du marché, chacun à leur échelle, ont essayé de contribuer à permettre au plus grand nombre, évidemment pas tous, que c'est compliqué, mais au plus grand nombre de pouvoir se réinventer et passer du physique au digital. Loïc, tu me disais, toi, alors vous faites pas évidemment de gel, vous fabriquez pas des masques, mais ça n'empêche pas d'être exemplaire. Et toi, c'est plutôt dans le rapport au chômage partiel que tu as joué ta part. Ça, et puis non, surtout, on a 3 parties prenantes dans le monde des tickets restaurants avec qui on collabore au quotidien. C'est 1, les restaurateurs, 2, les entreprises, bien évidemment, qui équipent en titre restaurant leurs collaborateurs, et 3, les collaborateurs. Et on a essayé d'avoir la meilleure réponse possible pour aider toutes ces parties prenantes. La première, côté restaurateur, on a décidé de ne plus prendre aucune commission sur les transactions qui sont faites côté restaurateur pour tous les restaurants qui sont restés ouverts, notamment pour du drop, à emporter ou de la livraison. Donc voilà, on sait qu'ils font déjà un effort d'essayer de rester ouverts, on ne prend pas de commission. C'est important pour nous et ça, on ne prend plus pas de commission jusqu'à septembre. Ensuite, côté entreprise, on a décidé de rendre notre offre 100% gratuite. Parce que justement, il y a eu beaucoup de sujets d'employés qui ne pouvaient plus recevoir le titre restaurant papier. Et donc, on s'est dit, il faut absolument simplifier le passage à la dématérialisation. On offre tout, donc la création des cartes, l'envoi, le shipping, tout, pour simplifier ce passage. Et le troisième, c'est côté employé, où, comme je disais en début de webinaire, on a poussé activement pour repousser cette limite de 19 € par jour, de plafond de 19 € par jour, pour essayer de la mener le plus haut possible. Et là, on est en train de discuter de 95 €. Donc, c'est pour vraiment permettre aux gens de dépenser à leur guise leur titre restaurant. Tu parlais des collaborateurs, ça c'est les collaborateurs de tes clients, mais sur tes collaborateurs, effectivement, tu as décidé d'abonder le chômage partiel pour verser 100% du salaire
à tes commerciaux. Et en plus de ça, effectivement, tu viens de le dire, c'était important pour nous que tout le monde se sente bien. On a eu recours, on n'a plus d'autre choix que de mettre au chômage partiel, notamment nos commerciaux, mais on a tenu à compenser et faire en sorte qu'il y ait une paie de zéro, enfin, pas un seul centime. Bon, ben quand c'est possible, ça fait plaisir à entendre effectivement. Thibaut, comme beaucoup d'entrepreneurs, tu t'es demandé au moment du confinement ce que vous pouviez faire. Un mot très rapide, si tu veux bien. Alors nous, on a la chance et la malchance d'avoir eu des centaines et des centaines et des milliers d'appartements disponibles, ce qui est très rare dans les grandes villes françaises. Et donc, de manière assez naturelle, on a demandé à nos clients si on pouvait les distribuer gratuitement à des personnels hospitaliers ou d'EHPAD. Et donc, on l'a fait au compte-gouttes. On voulait le faire de manière assez massive, mais le gouvernement a décidé de plutôt s'orienter vers l'offre hôtelière qui était plus facile à gérer. Mais donc, du coup, on a distribué au compte-gouttes nos appartements auprès du personnel hospitalier. Ça nous semblait totalement normal de le faire, nos appartements étant disponibles, libres et parfois proches des hôpitaux. Je te garde, Thibaut, pour enchaîner avec notre dernière rubrique avant de répondre aux questions des internautes et sur le chat. Notre dernière chronique qui vise plutôt à préparer l'après. Hein. On a cette date du 11 mai. Alors, on l'a bien compris, hein, même dans vos bouches, que ça se ferait étape par étape. Néanmoins, je suis curieux de savoir comment vous préparez cette reprise chez Smart Renting. Alors, moi, je vais rebondir un peu sur ce que Loïc a dit. 6 mois, on se projette. Nous, on estime que chez Smart Renting, quand même, il faut être pragmatique. Nous, on estime que l'année 2020, ça va être une année blanche, où les objectifs vont être compliqués à atteindre. Mais par contre, il faut se réinventer. Voilà, on a fait notre deuil, et on a 7 semaines de confinement, on a mis en place des solutions gouvernementales. Maintenant, il faut imaginer la reprise, il faut se réinventer pour demain. Et donc, nous, la décision qu'on a prise chez Smart Renting, c'est au vu des perspectives sur la location courte durée, c'est de se repositionner pendant cette période de crise en positionnant nos appartements sur la moyenne durée et proposer nos appartements à tous ces étudiants qui chercheront un appartement à partir de septembre, des personnes qui ont besoin d'un appartement pour 2-3 mois, quitte à pas faire de marge sur cet appartement, mais être capable de garantir ces loyers à nos clients. Après, comme je te le disais au téléphone, j'ai quand même un peu d'espoir que dans le monde d'après, il reste un peu du monde d'avant, c'est-à-dire cette joie de voyager, des coûts du transport qui restent accessibles, l'envie de parler plusieurs langues, et que tout ça se fasse bien sûr dans un cadre durable, sanitaire, mais qu'on garde cet esprit de globe-trotting, d'avoir envie de s'unir aux autres, de s'ouvrir aux autres, et pas qu'il y ait un repli nationaliste et qu'il y ait un repli et des gens sur soi-même. Voilà, moi j'aimais bien ce côté-là du monde d'avant et j'espère que demain on pourra avoir plaisir à continuer à s'ouvrir aux autres. Et c'est important pour le futur. Ce que tu me disais aussi, c'est que tu avais revu les protocoles d'hygiène, des tubes de gel hydroalcoolique à disposition des locataires et d'espacer en fait le temps d'utilisation des différents appartements. Oui, de manière assez logique, assez opérationnelle. On doit faire de la réassurance et on se doit de proposer nos appartements de la manière la plus clean possible d'un point de vue sanitaire. Donc, on s'est posé les questions. Et comme tous les grands groupes hôteliers type Accor ou Airbnb se posent la question de comment réussir à réassurer ses clients qui auront potentiellement beaucoup de questions. Donc, on a décidé d'espacer nos réservations de 24, 48 heures, 72 heures, de mettre à disposition dans tous les appartements du gel hydroalcoolique, des gants et des masques, et de réécrire nos protocoles de ménage entre chaque prestation pour être sûr d'être Covid certifié. Covid-friendly. Loïc, on a parlé de soi et on a beaucoup parlé des titres restaurants, mais du coup, vous profitez aussi de ce temps de confinement qui nous est imposé pour préparer la suite. Tu as évoqué très rapidement tout à l'heure les futures offres. Peut-être on peut en dire un mot maintenant. Ben effectivement. On a encore 70% de l'équipe qui travaille au quotidien à préparer le futur, à préparer le déconfinement. Et oui, donc on développe une offre autour de la vie d'équipe
justement parce que on pense notamment que après le déconfinement, on aura besoin de bien vivre ensemble. C'est un élément clé. Donc on a sorti une offre, on est en train de sortir une offre vraiment axée autour de permettant aux employés de mieux célébrer ensemble, de simplifier leur paiement au quotidien, célébrer des anniversaires à travers l'organisation de cagnottes, notamment 100% gratuites aussi, ça on y tenait. Etc. Et de vraiment faire en sorte que les gens soient le plus soudés possible, avoir une vie d'équipe la plus stimulante possible. Donc on devait sortir ça à la base courant mai, mais on s'était dit que tant qu'on était confinés, autant en profiter pour peaufiner. Pour affûter, oui. Voilà. Louis, chez Merci Andy, pour le coup, vous êtes les mains dans le cambouis malgré tout. Est-ce que ce temps est aussi un moment pour envisager différemment l'après? Clairement, en fait, il va se passer beaucoup de choses et nous qui sommes en l'hygiène depuis 5 ans, c'est clair que ça nous ouvre beaucoup d'opportunités, à nous de saisir les bonnes. On a aussi retravaillé un peu notre roadmap produit. Typiquement, on n'avait pas de savon solide et c'est quelque chose que nos clients nous ont demandé énormément. Donc, on va lancer des savons solides. On va saisir les bonnes opportunités qu'il y a en gardant la logique et la valeur de rester abordable. C'est hyper important pour nous. Rassurer aussi avec certaines normes, pas qui nous intéressaient pas, mais c'était pas notre priorité de départ d'être dans ces normes-là. Des labels. Donc, voilà, il y a des choses comme le disait pour Smart Renting, c'est hyper important de rassurer. Donc, ouais, ça va changer pas mal de choses. Alors, je voulais vous faire aller sur le monde d'après, mais on a beaucoup de questions qui nous sont posées. Alors, peut-être juste très rapidement, qu'est-ce que vous espérez ou redoutez pour le monde à venir? Louis. Alors, je vais commencer. Moi, ce qui me fait… En fait, j'ai autant peur du déconfinement que du confinement, pour être honnête. J'ai peur qu'on n'en tire aucune leçon, en fait, de tout ça. Je pense que d'un point de vue c'est peut-être un peu spirituel, mais ça n'arrive pas comme ça par hasard. Il y a eu des abus. Donc là, il y a un moment où tout ça s'est arrêté hyper brutalement et c'est une catastrophe. Enfin, mais il faut vraiment que tout le monde en tire les leçons. Et comme tous les pays sont touchés, j'espère que tous les pays en tireront les leçons et que voilà, on va sortir de ce confinement, mais qu'on va en tirer les bonnes leçons. Personnellement, enfin moi, j'ai beaucoup pris l'avion, beaucoup trop, et voilà, je le ferai plus en fait parce que je vois qu'un ciel avec un peu moins d'avions, c'est peut-être un peu mieux. Voilà, donc c'est tirer les bonnes leçons de ce confinement pour que l'activité reprenne, que la consommation reprenne, mais un peu plus durablement. Ouais. Loïc. Moi, je me pose vraiment la question si les gens ne vont pas se précipiter d'essayer de revenir à leur vie d'avant, justement. Donc, à la différence, c'est que là, il y aura peut-être une base de gens qui voudront essayer de changer un peu plus large. Donc, cette crise aura permis de rassembler peut-être un peu plus autour des personnes qui veulent aller vers un rythme de vie un peu moins fou, tel qu'on le vit actuellement. Mais je pense que tout ça, il faut que les politiques, pour le coup, aient le courage de s'emparer de sujets clés, de nos dépendances, de tous les sujets liés à la mondialisation. Donc, tous les sujets liés à ce qu'on a construit depuis 50, 60, 70 ans maintenant. Est-ce qu'ils vont avoir le courage de le faire? Je ne sais pas. Je ne crois pas, même. Thibaut. Ça rebondit un peu sur ce que je disais tout à l'heure. Moi, j'ai vraiment envie et j'espère qu'on ne va pas se diriger vers un repliement de certains pays ou de certaines idées par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. J'espère que les valeurs de partage, d'écoute, d'entraide ressortiront de tout ça et que malgré qu'on soit confiné par nation, finalement on était 7 milliards sur la planète à vivre la même chose et c'est pas parce qu'on a été je dirais déconfiné de la même manière par région ou par pays. Voilà, on a tous vécu la même chose et j'espère qu'on pourra de nouveau partager tous ensemble.
Moi, je vous propose, alors je rebondis pas hein, parce on a vraiment peu de temps, mais je vous propose de partager les questions qui nous ont été posées sur les réseaux sociaux. J'en ai beaucoup pour toi, Evelyne, et également dans le chat. Je reprends la première qui m'a été transférée. C'est Evelyne, quelle sera l'articulation par rapport à une deuxième tranche de PGE subordonnée à un investissement souvent demandé par les banques? Si, si tu m'entends, tu peux démuter, relancer le micro de ta webcam. Et alors, j'aurais bien aimé une musique d'attente là. Mégomar arrive seulement dans quelques instants. Le temps qu'Evelyne arrive à nous rejoindre. Je profite juste du coup, messieurs, on avait un entrepreneur là dans le chat qui disait avoir le moral dans les chaussettes. On comprend bien que c'est pas évident pour tout le monde. Qu'est-ce on parle souvent aussi hein, de la solitude de l'entrepreneur. Qu'est-ce qu'on peut partager ensemble face à ces moments de doute? Moi, si je peux répondre, je trouve que il y a des super communautés qui se sont créées et qui se créent en ligne et qui permettent d'interagir. Et moi, j'essaye pareil, avec beaucoup d'humilité, d'aider à notre manière. Et je trouve que en fait, il y a beaucoup plus de personnes qui se sont transformées et qui ont été solidaires. Je vois encore, en parlant, j'ai reçu un email de Swile qui nous propose de faire un don justement aux associations directement. En fait, je trouve ça dingue à quel point les petites boîtes et le nombre de grandes boîtes ont su faire des actions solidaires. Et il ne faut pas avoir hésité de demander de l'aide, de payer une prestation qui n'a pas eu lieu parce que vous en avez besoin. Peut-être que vos clients, il le fera. De payer un fournisseur qui n'a pas pu livrer ou qui a mal livré ou qui livrera avec 3 mois de retard. Nous, c'est ce qu'on fait quand on peut le faire. En fait, il y a beaucoup plus de solidarité que ce qu'on voit et ça serait cool que les médias le mettent un peu plus en avant. À Paris, on voit, c'est un exemple, on voit tout le monde, oui, courir j'habite à côté, sur le canal Saint-Martin, ok, mais ils ne parlent pas des personnes qui respectent le confinement. Donc, c'est cool de mettre en avant toutes ces initiatives et pas uniquement montrer les petits dérapages qu'il peut y avoir parce que les gens en ont un peu marre. Evelyne, est-ce que tu nous as rejoints? Alors, mais je on suis t'entend là, vous extrêmement bien, m'entendez? effectivement, avec la caméra en moins, la connexion passe mieux. Du coup, je te repose la question pour qu'on l'ait bien tous. Quelle sera l'articulation par rapport à une deuxième tranche de PGE subordonnée à un investissement qui est souvent demandé par les banques? Alors, je ne suis pas sûre de bien comprendre la question. Alors, le PGE peut être obtenu en une tranche ou en plusieurs tranches en fonction des besoins de trésorerie de l'entreprise. Ce qu'il faut savoir, c'est que le PGE est pour autant plafonné soit à 25% du chiffre de l'entreprise, chiffre d'affaires 2019, ou à 2 fois la masse salariale 2019 de l'entreprise. Mais voilà, sous réserve de respecter ces plafonds, effectivement, le PGE peut être demandé en plusieurs tranches en fonction des besoins On de a l'entreprise. une question aussi de Rémi dans le chat qui demande si le prêt rebond et le fonds résistance sont éligibles aux créateurs. Et Christophe qui confirme que c'est une bonne question. Oui. Alors, pour le prêt rebond, il faut pouvoir présenter un premier bilan. Donc, il faut au moins avoir 12 mois d'activité. En revanche, le fonds résistance sera accessible aux entreprises nouvellement créées. On a Jérôme qui nous demande quelles sont les conditions des obligations remboursables sous 18 mois. Alors, les conditions, il y a un taux d'intérêt qui est effectivement de 7%, hein, qui est un taux assez classique, voire même assez bas pour des obligations convertibles. Et les conditions de remboursement, c'est surtout qu'on espère que, comme je le disais, ce dispositif, c'est un bridge dans l'attente de la reprise des levées de fonds. Donc, on espère que la plupart des entreprises réussiront ensuite à lever des fonds et sur cette base pourront rembourser ces obligations convertibles. Bien sûr, au cas par cas, hein, si dans 18 mois, il y a encore des tensions de trésorerie, au cas par cas, le remboursement pourra être réaménagé. Je reçois les questions philo, donc j'essaie de te les lire le mieux possible. Sur la masse salariale pour les plus jeunes sociétés, donc créées avant le 1er janvier 2019, j'ai une question sur le calcul, par exemple,
exemple, quand elles ont commencé à verser des salaires bien plus tard que la création, ce qui est souvent le cas pour les startups. Alors moi, je suis pas sûr de bien comprendre, mais est-ce que tu comprends la question? Est-ce que tu peux nous donner une réponse? Oui. Alors effectivement, pour ce fameux calcul et connaître le plafond auquel l'entreprise peut avoir accès en prêt garanti par l'État, quand l'entreprise est nouvellement créée, on va regarder la masse salariale sur les derniers mois d'activité. On va faire une moyenne de cette masse salariale et cette moyenne mensuelle, on va la multiplier par 24, donc sur 2 ans. Et c'est cette moyenne mensuelle des salaires fois 24 qui servira de plafond au montant du prêt garanti par l'État. Je suis désolé, je peux pas prendre toutes les questions. Plus je vois des grands blocs là qui s'affichent dans le chat. Je pense que les équipes de BPI France, de manière, sont là dans le chat pour répondre à vos questions, je crois, jusqu'à 18h. J'espère que je m'avance pas trop sur l'horaire. Je vous ai pas fixé un travail jusqu'à minuit. Mais je vais prendre juste celle-là. Est-ce que le prêt rebond et le fonds Covid-19 résistance seront disponibles pour les entreprises en difficulté? Oui. Et ça sera ouvert aux entreprises en difficulté. Alors, sur le prêt rebond, je pense que ce sera au cas par cas, toujours avec cette notion de visibilité en trésorerie. Et le fonds résistance, lui, il est clairement fait pour financer les entreprises qui sont en difficulté et qui ont des besoins de trésorerie. Alors, j'ai dit que j'en prenais plus qu'une, mais je vais juste laisser celle-là. Un entrepreneur qui a des prestations payées depuis plus d'1 an à l'un des associés en tant qu'auto-entrepreneur, est-ce qu'elles peuvent être considérées, ces versements, est-ce qu'ils peuvent être considérés dans la masse salariale? Parce qu'apparemment, les banques ont du mal à définir ça et ils sont un peu perdus. Alors, on avance effectivement un peu au fil de l'eau sur certains cas particuliers. Je ne veux pas répondre et donner une mauvaise réponse. En revanche, je prends le point et je poserai la question à nos amis de l'État pour obtenir une réponse. Donc, j'invite cette personne éventuellement à nous recontacter. J'en profite, Evelyne, pour rappeler que tous les jours, un point à date est fait sur les sites de BPI France, BPI France Création, avec toutes les nouvelles avancées, toutes les informations qui ont pu évoluer, en plus avec l'horaire à chaque fois de l'information pour s'assurer qu'on est dans les temps et que cette information est valable. Je vais juste finir par, avant de conclure en musique avec une jeune artiste que j'évoquais tout à l'heure, qui est Gomar, une question un peu plus fun pour l'ensemble de nos 3 entrepreneurs. Que faites-vous en ce moment pendant le confinement lorsque vous ne travaillez pas sur vos entreprises? Loïc. J'ai la chance incroyable de m'occuper de mon troisième enfant, une petite fille de 7 mois. Lila. Louis. Écoute, moi, j'ai pas d'enfant. C'est un peu bateau, mais un petit peu de cuisine. Un premier banana bread ce week-end complètement cramé et pas mal de sport, en fait. C'est tous ces lives, tous ces coachs de sport qui se sont réinventés avec des plateformes et tout, qui font de la donation. C'est pareil, je trouve ça incroyable. Donc, je suis des Insta Live de workout tous les soirs, donc je suis au taquet. Et toi, Thibaut? De la déco, du bricolage, voilà, des choses qu'on n'a jamais le temps de faire, à réparer un pied de table, repeindre un plafond, faire soi-même sa bougie, voilà, je me fais à faire du mind. Donc, on s'occupe et ça fait plaisir. Bon, pour le prochain live, on fera des tutos éducation, cuisine, sport, bricolage, et on parlera surtout évidemment de la vie des entrepreneurs avec les entrepreneurs. Je vous propose, messieurs et Evelyne, de conclure en musique avec Gomar, une artiste à qui la scène a manqué, et normalement, elle entre tout de suite sur scène. C'est la magie de Livestorm. Salut Gomar. Alors, l'émission s'appelle Garder le cap. Moi, j'aimerais savoir comment, en tant qu'artiste, tu gardes le cap en ce moment. Eh bien, pour garder le cap, je crée beaucoup. Si tu veux, nous les artistes, on a l'habitude d'être confinés en fait, parce que quand on fait des chansons, on s'auto-confine dans des petits studios ou chez nous, dans nos chambres. C'est une activité assez solitaire, donc on a assez l'habitude. Mais du coup, j'imagine le confinement comme une immense, très longue résidence artistique. Et garder
et aller au bout de mes idées, quoi. On a peut-être, pour certains entrepreneurs qui sont là, pu te croiser au French Fab Tour. Moi, je suis curieux de savoir le lien que tu fais entre l'artiste que tu es et les entrepreneurs qui sont avec nous, qui nous suivent. Ah bah il y en a beaucoup. Je pense qu'aujourd'hui les artistes sont des entrepreneurs en fait, surtout en 2020 où tu as beaucoup d'artistes qui montent leur propre label et leur propre équipe. Et c'est exactement le même style qu'un entrepreneur, quoi. On fait une chanson, on la développe et après on la diffuse. Et du coup je suis confrontée vraiment aux mêmes problématiques qu'un entrepreneur. Par exemple en ce moment du coup ma diffusion est limitée parce que je peux plus faire de concerts. Donc, je dois trouver d'autres solutions, d'alternatives pour pouvoir quand même la diffuser et faire du divertissement. Donc, c'est assez intéressant. Donc, je me sens très proche des entrepreneurs. Bon, je le disais, hein, tu montes sur scène avec nous sur Livestorm et tu nous as proposé de conclure en beauté et en musique avec 2 titres de ton nouvel album. Cet album, il s'appelle Jaune. Et la première chanson, si je dis pas de bêtises, c'est Yellow. Donc, on finit sur les couleurs même de la BPI. C'est ça, exactement. Et du coup, je tiens à dire que c'est le tout premier concert que je fais en vidéoconférence. Donc, je suis assez contente de le faire avec vous. Voilà, c'est une première. Eh ben, on écoute ça. Do you wanna know where is the best you can go? It's in your head and in your spirit. You feel it on your shoulders, feel it in your bones when you on the line. This is all you know, and I'm trying to find another color to be kind. I feel so yellow, yellow. 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 Do you wanna float inside the dreams and that I know? Sunrise it like something magical. You feel it on your shoulders, feel it in your bones when you're on the line. This is all you know, and I'm trying to find another color to the night. I feel so yellow, yellow. 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 Merci. Excuse-moi, pardon, en cette période de confinement, il y a un truc qu'on aimerait bien tous faire, c'est se mélanger. Oui. Ouais, et c'est justement en partie le titre de ta nouvelle chanson, On se mélange enfin, et on n'attend pas le 11 mai, c'est tout de suite sur Livestorm avec Gomar. Ce que je propose, c'est de remercier tout de suite, comme ça on conclura vraiment sur de jolies notes et ta jolie voix. Je remercie nos entrepreneurs, Louis, Martine, merci Andy, Loïc Soubéran de Swile et notre ami de chez Smart Renting, Thibaut Martin, merci à toi, merci Evelyne de BPI France, Innovation, et enfin merci Gomar. Avant de nous quitter, je pense que le Livestorm se conclura sur la dernière note. Tu auras peut-être le temps de dire un dernier mot. Merci à tous. Merci à vous. Cette chanson pour le jour où on pourra à nouveau se mélanger ensemble, parce que c'est quand même ce qu'il y a de plus beau. Crois pas que je vais filer sans promesse. Tu sais pertinemment qu'on va s'embrasser dans ta caisse. Depuis la nuit des temps, c'est vrai, l'amour n'a eu de cesse de plaider pour sa cause, sans s'occuper du reste. Tu sens le souffle, le groove, l'orage et le miel. C'est quand la tête a tourné qu'on a chopé l'essentiel. Je vois deux fous qui apprennent à danser sous la grêle. Je vois deux loups qui apprennent à tester parallèle. Comment se chercher mais sans s'éteindre. Dis pourquoi se brûler pour s'atteindre. On se mélange, ce n'est jamais rien de sérieux. Si on se dérange, c'est bien ce qu'on peut faire de mieux. On se mélange, ce n'est jamais rien de sérieux. Si on se dérange, c'est bien ce qu'on peut faire de mieux. On se mélange. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne soirée et surtout, voilà, restez bien chez vous, prenez bien soin de vous, on se retrouve très vite. Bon courage à tous les entrepreneurs, force, force, force. On reste ensemble. Salut. Merci, salut.